nous parler de cosmologie. Il va nous en parler encore aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui se développe toujours, qui est toujours d'actualité. Et il va nous parler aujourd'hui, je n'ai pas le titre, ah oui, l'espace, non, c'est pas ça. L'espace et le temps dans la physique. Bon, c'est bien que tu connaisses le nom de la conférence. J'ai révisé. L'espace et le temps dans la physique aujourd'hui, si je me souviens bien. C'est intéressant, d'ailleurs, il n'y a pas le mot d'astrophysique. C'est-à-dire que ça devient aussi un problème de physique. Ça n'a pas toujours été le cas pour la cosmologie. C'est parfois demandé si c'était le cas. Donc j'ai trouvé intéressant ce petit détail. Alors, bon, nous nous sommes rencontrés, je crois, dans les années 76, 77. On aime bien raconter des histoires comme ça. En Californie, oui, c'était donc tout près du grand géant de l'époque qui était le télescope du 5 mètres de Palomar. C'était dans le Palomar qu'on s'est rencontrés. C'était dans Palomar, absolument. Je me souviens très bien. Et depuis, nous avons chacun poursuivi nos chemins scientifiques, en particulier en ce qui concerne Marc Lachaiseray. Donc, il est physicien, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, et il a travaillé essentiellement depuis déjà une trentaine d'années, je pense, au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique. Il travaille sur l'espace, sur le temps, sur la gravitation, sur la physique quantique, peut-être pas, non, un petit peu quand même, un petit peu, voilà, un petit peu tout ça. Donc il touille l'ensemble et il va nous donner la présentation de ce que cela donne. Mais parallèlement à ses activités scientifiques, il est également vulgarisateur, il s'intéresse à la diffusion des connaissances, donc non seulement à travers les conférences qu'il nous donne, mais aussi à travers des ouvrages qu'il a publiés et des expositions qu'il organise ou des films qu'il fait. Peut-être vous souvenez-vous d'une exposition qu'il avait réalisée avec Jean-Pierre Luminet et qui avait été présentée à la Bibliothèque nationale, oui. C'était Figures du ciel, son splendide exposition qui a fait l'objet d'un ouvrage que l'on peut encore trouver, et un film également, Infiniment courbe, qui traite aussi de l'espace, du temps, de la cosmologie, et qui va d'ailleurs peut-être sortir, si j'ai bien compris, en DVD prochainement. Il en est question. Et son dernier ouvrage, dont tu vas peut-être parler, s'intitule L'espace physique. C'est un ouvrage que tu as coordonné, si j'ai bien compris, qui s'intitule L'espace physique entre mathématiques et philosophie. Et donc c'est un ouvrage qui devrait paraître... C'est sorti hier. C'est sorti hier, voilà. Donc ça me donne l'occasion de te passer le micro. On n'oublie pas que cette conférence est enregistrée et après ta conférence, il y aura un débat avec la salle. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Je crois que j'ai un micro. Bonsoir. Donc, l'espace et le temps, qui évidemment sous-tendent toute la physique, toute l'astrophysique d'ailleurs également, la cosmologie, et ceci depuis très longtemps. Et le point de vue que je vais prendre, c'est qu'en fait, l'espace et le temps ont toujours joué un rôle absolument fondamental dans la physique. Quand je dis toujours, c'est depuis à peu près l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux dernières théories, même celles qui ne sont pas encore au point, et que les théoriciens sont en train d'essayer de fabriquer, et que même on peut suivre finalement l'histoire de la physique, en tout cas de l'histoire fondamentale, en regardant justement de quelle manière les différentes théories physiques ou les différentes conceptions physiques considèrent ce que sont l'espace et le temps. Alors l'espace et le temps, quand je dis ça à propos de la physique, bien sûr, je parle de l'espace et du temps physique, pour autant que ça veuille dire quelque chose, et c'est un peu le sujet de cette conférence, c'est est-ce que vraiment l'espace et le temps physique, ça existe? Est-ce que ça veut dire quelque chose, au-delà des évidences qu'on peut en avoir? Et bien entendu, quand on parle d'espace, en tout cas, ça fait référence aux mathématiques et à la géométrie. Et donc, je pense qu'il y a un parallèle étroit entre mathématiques et physique, et même entre géométrie et physique. Et d'une certaine manière, on peut dire que la physique n'existe que en tant qu'elle est mathématisée. C'est déjà ce qu'avait dit Platon, c'est déjà ce qu'avait dit Galilée, c'est ce qu'a dit Einstein, c'est ce qui a été répété plusieurs fois de manière explicite par de grands acteurs de la physique. Mais je crois, enfin c'est en tout cas mon point de vue, que quand on regarde l'histoire des sciences et la structure de toutes les théories depuis à peu près toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près une évidence implicite. Et c'est de ça que je parlerai aujourd'hui. Donc,
si l'on veut parler d'espace, et dans une certaine mesure, quand on parlera de temps, vous verrez que dans la physique d'aujourd'hui, le temps est géométrisé, donc finalement, le temps, on le considère aussi un petit peu, sous certains aspects, comme de l'espace, c'est-à-dire que, vous savez, quelquefois, on parle de la droite du temps. Pourquoi? Parce que la succession des instants la succession continue des instants, on peut la représenter comme les points d'une droite. Donc, aujourd'hui, il y a dans la physique une certaine géométrisation du temps qu'on peut dater d'à peu près du XVIe, XVIIe siècle. Alors, est-ce que la réalité du temps est aussi simple que la géométrie d'une droite? On peut se poser la question, mais en tout cas, en physique aujourd'hui, c'est à peu près la manière dont on le voit, avec des nuances, bien sûr, sur lesquelles on reviendra, mais en tout cas, le temps, lui aussi, est géométrisé. Donc, ça veut dire s'il est géométrisé, s'il est représenté par une droite, on peut dire qu'une droite, dans le langage très général des géomètres ou des mathématiciens, c'est un espace à une dimension. Les surfaces sont des espaces à 2 dimensions, il y a des espaces à 3 dimensions comme l'espace qui nous englobe, il y a aussi des espaces-temps à 4 dimensions. Donc, pour un physicien, l'espace-temps à 4 dimensions est vu comme un espace à 4 dimensions avec ce terme très générique des mathématiciens. Le mot espace a 2 sens. Dans un premier sens, c'est l'espace physique à 3 dimensions dans lequel nous sommes, qu'il soit courbe ou pas, quelle que soit sa nature. Et dans un deuxième sens, beaucoup plus général qu'utilisent les géomètres, c'est tout ce qui est géométrique presque. C'est-à-dire une ligne est un espace à 1 dimension, une surface à 2 dimensions. Dans ce sens-là, les mathématiciens utilisent plutôt le mot de variété, mais bien souvent, on parle aussi d'espace dans le langage commun. Donc il y a cette ambiguïté du mot espace qui va sans doute revenir un peu dans mon discours, mais je crois qu'on comprend, d'après le contexte, de quel espace il s'agit. Donc, le temps, lui aussi, est géométrisé et vu comme une sorte d'espace à une dimension, lui aussi, et vous savez aussi que la théorie de la relativité, finalement, regroupe ces 2 entités, l'espace et le temps, en quelque chose qu'on appelle l'espace-temps, et qui, dans le langage des mathématiciens, va être un espace, une variété à 4 dimensions. Donc, quand on va parler de géométrie, ça va aussi bien concerner l'espace, au sens de l'espace physique, que le temps, que l'espace-temps, et peut-être, avec des nouvelles approches, des choses encore plus grandes, des variétés qui ont peut-être 5, 6, 10, 26 dimensions. Donc quelque chose de très général. Et quand je vais parler de géométrie, bien entendu, ça sera une géométrie très générale, ou plutôt je vais essayer de vous montrer comment on est parti il y a 2000 ans à peu près d'une géométrie qui était relativement élémentaire, et puis qu'il y a eu un progrès nous permettant d'élargir ces notions de géométrie. Et en fait, je crois qu'il faut précisément, si on veut comprendre ce qui se passe en physique, regarder ce qui s'est passé en mathématiques. Puisque les mathématiques et la physique, avec toutes ces branches, quand je dis la physique, il y a dedans l'astrophysique et la cosmologie, les mathématiques et la physique ont évolué en parallèle, et plus qu'en parallèle, en interagissant. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une très grande corrélation. Alors, si je regarde le point de vue mathématique, qu'est-ce qui s'est passé? On part de l'époque des Grecs, où, si l'on remonte assez loin, la notion d'espace elle-même n'existait pas, ni en géométrie, ni en physique. Si vous prenez l'époque de Platon et d'Aristote, la notion d'espace n'était vraiment pas présente, ni dans la géométrie mathématique, ni dans la physique. Bon. Ensuite, il y a eu Euclide, et Euclide a, je ne dirais pas qu'il a vraiment dégagé la notion d'espace comme on l'entend peut-être aujourd'hui avec toutes ses finesses, mais en tout cas, il a introduit quelque chose qui est l'espace euclidien, dont on étudie les propriétés à l'école. Vous avez tous fait, je pense, de la géométrie dans l'espace, vous en avez sûrement des très bons souvenirs comme moi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui date à peu près du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Euclide. Et puis, finalement, toute la géométrie, pendant pratiquement 2000 ans, a été celle de l'espace d'Euclide, jusqu'au XIXe siècle, où les géomètres ont découvert qu'on pouvait faire de la géométrie d'une manière différente. Et au XIXe siècle, les géomètres, les mathématiciens, Gauss, Riemann, Lobachevsky, Bolyai, Lambert en France, ont, avec plusieurs péripéties, inventé une nouvelle physique, et ils ont montré que, à côté de cet espace euclidien que l'on connaissait donc depuis près de 2000 ans, existaient, au moins mathématiquement, d'autres sortes d'espaces avec plusieurs nouveautés possibles.
une des nouveautés, c'est qu'on peut considérer un peu de la même manière les espaces, quel que soit le nombre de dimensions. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, une droite, on appelle ça variété maintenant. Une droite, c'est une variété à une dimension. Une surface, ça peut être le plan, mais aussi une surface complètement déformée, c'est une variété à 2 dimensions. Un espace dans le temps de l'espace d'Euclide, dans le sens de l'espace d'Euclide, c'est une variété à 3 dimensions. Et puis, il existe des variétés à 4, 5, et ça s'arrête jamais. Donc, déjà, première innovation de cette géométrie qu'on va appeler géométrie non euclidienne, c'est qu'il peut exister des variétés à n'importe quel nombre de dimensions. Deuxième innovation, c'est que toutes ces variétés, quelle que soit leur dimension, peuvent avoir une courbure. Une courbure qui peut être positive, nulle, négative, et qui peut varier d'un point à un autre. En fait, je dis nulle, positive ou négative, c'est un peu simplifié, parce que la courbure est un objet mathématique qui ne se décrit pas simplement comme un nombre, mais comme ce qu'on appelle techniquement un tenseur, peu importe finalement, mais sachez que c'est un objet un peu plus compliqué qu'un simple nombre, et qui peut varier d'un endroit à l'autre de l'espace. Alors, on connaît bien ce que c'est que la courbure pour une surface. Par exemple, la surface la plus simple qui existe, c'est le plan. Il a une courbure qui est partout constante, égale à 0. Le plan n'a pas de courbure, et on dit qu'il est plat. À part le plan, la surface la plus simple, c'est la surface d'une sphère à 2 dimensions, une courbure toujours constante, qui vaut, et dans ce cas-là, elle est tellement simple qu'on peut la représenter par un simple nombre, qui vaut 1 sur le carré du rayon. Donc, une sphère est d'autant plus courbe que son rayon est petit. Et d'autant plus courbe, ça veut dire que sa surface est d'autant plus différente de celle d'un plan que son rayon est petit. Et la Terre, par exemple, a un très grand rayon, donc elle a une courbure très faible, et c'est pour ça que quand on regarde, je sais pas, un terrain de foot, par exemple, eh bien, ça a l'air à peu près plat, et c'est pour ça qu'on peut appliquer les règles habituelles. Donc, une courbure pour n'importe quelle surface, et vous avez bien sûr des surfaces complètement bosselées. Si vous prenez la surface de la mer, vous prenez une photo de la surface de la mer pendant une tempête, évidemment, c'est très compliqué. Donc, à chaque endroit, il y a une courbure, et cette courbure est différente. Les endroits, ils doivent être nuls, positifs, négatifs, et ça varie partout. Bon, pour un espace, c'est exactement la même chose, et justement, le mérite de Riemann et de ses collègues, c'est d'avoir montré que tout ce que je viens de vous dire pour les surfaces pouvait s'appliquer aux variétés à 3 dimensions, 4 dimensions, quel que soit le nombre, ce qui veut dire que, quel que soit le nombre de dimensions, on va pouvoir parler de courbure, éventuellement constante, mais aussi qui peut varier d'un point à l'autre, qui peut être plutôt positive, plutôt négative, et qui se décrit toujours par un tenseur. Donc, ça veut dire, entre autres, qu'à 3 dimensions, on peut imaginer des nouvelles sortes d'espaces qui sont plus l'espace d'Euclide, parce que de la même manière que le plan, qu'on appelle quelquefois d'ailleurs plan euclidien, le plan sans courbure est la seule surface sans courbure, de la même manière, il existe un seul espace sans courbure, qui est précisément l'espace euclidien qu'on avait étudié avant. Mais, nouveauté, il y en a énormément d'autres. Et puis, c'est donc 2 innovations qu'on vient de voir, la dimension qui peut être quelconque, la courbure qui peut être quelconque aussi, et puis il y a autre chose qui est finalement la nature riemannienne ou non riemannienne de la métrique, ça c'est un terme un peu technique, qui veut simplement dire que il y a aussi une nouveauté qui est un peu plus technique à exposer, mais qui permet de décrire non pas un espace, mais un espace-temps. Je reviendrai là-dessus parce que c'est le fondement de la relativité. En tout cas, 3 innovations au XIXe siècle qui sont des innovations purement géométriques, purement mathématiques. Mais bien sûr, les mathématiciens sont aussi des gens qui vivent dans le même monde que les physiciens, et au XIXe siècle, tous ces mathématiciens dont je viens de parler, Riemann, Gauss et les autres, se sont demandé, bien entendu, si ces nouvelles découvertes n'avaient pas des applications en physique. Et à l'époque, disons, on n'était pas encore, la physique n'avait pas encore suffisamment de résultats précis, et puis les concepts n'étaient pas encore mûrs, et finalement, ils ont conclu que non, ces mathématiques-là n'avaient pas d'application en physique. On est au milieu du XIXe siècle. Au XXe siècle, qu'est-ce qui se passe ? Je reviendrai bien sûr là-dessus. Einstein introduit les 2 théories de la relativité, restreinte et générale, qui sont totalement fondées sur ces nouveaux espaces, puisque, en gros, ça sera l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ? C'est une variété à 4 dimensions, qui a une courbure qui peut être variable d'un endroit à l'autre, et qui a cette nouvelle forme d'être riemannienne, pardon, d'être
pseudo-riemannienne plutôt que riemannienne, donc encore une innovation technique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez que cette innovation qui était au XIXe siècle une innovation purement mathématique a été reprise moins d'un siècle après pour engendrer une révolution énorme en physique, puisque c'est les deux théories de la relativité. Et d'ailleurs, je dis même souvent les trois théories, les trois innovations de la relativité, puisqu'il y a la relativité restreinte, la relativité générale, et un an plus tard, la fondation de la cosmologie relativiste par Einstein, qui se base évidemment sur la relativité générale. Alors, est-ce que l'histoire s'arrête là? Bon, évidemment, non. Parce que depuis le XIXe siècle, les mathématiciens et les géomètres ne sont pas restés inactifs. Ils ne se sont pas dit, bon, ben, on a découvert des nouveaux espaces, ça suffit, il n'y en a sûrement plus, arrêtons-nous là. La géométrie a continué et c'est devenu quelque chose de très actif. Et qu'est-ce qui s'est passé en géométrie depuis le XIXe jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, il y a surtout eu un énorme développement de ce qu'on appelle la géométrie algébrique, avec de nouveaux objets géométriques, bien entendu, qui ont été introduits, et surtout de nouvelles manières de considérer ces objets géométriques, c'est-à-dire que les mêmes objets géométriques dont je viens de vous parler, les espaces non euclidiens, eh bien, aujourd'hui, ou même déjà il y a quelques dizaines d'années, on ne les aborde plus de la même manière que Riemann les abordait. On a un langage, je dirais, beaucoup plus puissant, et puis là-dedans, on a inventé des nouveaux outils comme les connexions, les fibrés, etc., disons, qui ne sont pas vraiment des nouveaux objets, mais qui, dans la classe des objets que je viens de vous décrire, sont assez particuliers pour que l'on puisse les utiliser dans des théories physiques particulières. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les espaces fibrés, qui font partie de la catégorie des variétés riemanniennes que je viens de citer, et qui vont servir, je reviendrai là-dessus, qui vont servir pour formuler les théories quantiques des champs, qui font partie de la physique quantique. Mais aussi, il y a quelque chose d'entièrement nouveau. Il y a eu la découverte, notamment par Alain Kohn, de ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Et la géométrie non commutative, à mon avis, on peut la voir comme une innovation de la même portée que celle du XIXe siècle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? On connaissait l'espace d'Euclide et on a découvert qu'il existait une nouvelle catégorie d'espaces qu'on va appeler les variétés non euclidiennes, qui sont entièrement nouveaux avec de nouvelles possibilités et qui n'étaient pas décrites par l'espace d'Euclide. Eh bien, la géométrie non commutative nous dit la même chose. Il existe toute une catégorie d'espaces nouveaux qu'on appelle les espaces non commutatifs, qui ne peuvent pas se décrire comme des variétés, qui ont des différences fondamentales, notamment ce sont des espaces dans lesquels il n'y a pas de points, mais il y a des espèces de cellules fondamentales. On n'y est pas habitué, bien entendu, donc on ne peut pas imaginer qu'on va en avoir tout de suite une représentation intuitive, encore que certains aspects soient peut-être assez intuitifs. Donc, on peut se dire, il existe, depuis quelques décennies, une nouvelle catégorie d'espaces qui ne sont pas dans la catégorie des variétés que l'on connaissait depuis à peu près un siècle. Alors, c'est une innovation mathématique qui d'ailleurs n'est pas terminée, puisqu'il y a beaucoup de mathématiciens, de géomètres qui travaillent encore dans ce domaine, et on peut se demander, est-ce que ça a ou est-ce que ça va avoir des implications en physique? Et la réponse, c'est oui, évidemment, et non seulement ça va avoir probablement des implications en physique, mais ça en a déjà eu. Et je dirais, ça en a même déjà eu avant. Pourquoi? Parce que quand on a découvert au début du XXe siècle la toute simple mécanique quantique, et quand on la regarde aujourd'hui, on s'aperçoit que la mécanique quantique, qui a donc été introduite il y a presque un siècle, c'est déjà de la géométrie non commutative. Évidemment, on ne l'avait pas formulée comme ça parce que la notion n'existait pas, mais qu'est-ce qui se passe en géométrie, en physique, en mécanique quantique? Je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus précisément tout à l'heure. Eh bien, la mécanique quantique, on peut dire, c'est une lapalissade, que c'est une quantification de la mécanique classique. Et elle s'est trouvée nécessaire parce que, dans certains cas, l'observation de certaines propriétés des particules
a montré que la mécanique classique ne pouvait pas expliquer certains phénomènes, et donc il a fallu changer de mécanique, et a été construite au début, je dirais, un petit peu comme du bricolage, une nouvelle théorie qu'on appelle la mécanique quantique. Ensuite, cette théorie, on s'est aperçu qu'elle pouvait être exprimée algébriquement, qu'elle pouvait être exprimée par des algèbres d'opérateurs ou bien par des matrices. Ensuite, on a montré que ça revenait à peu près au même. Mais en tout cas, on avait une description, disons, avec les outils dont on disposait à l'époque. Aujourd'hui, on peut très bien interpréter cette mécanique quantique, et c'est même finalement l'interprétation, je dirais, la plus simple et la plus naturelle, comme le remplacement d'une certaine variété, qui était ce qu'on appelle finalement, ceux qui ont fait de la mécanique savent ce que c'est que l'espace des phases, bon, peu importe ce que c'est exactement, mais sachons que quand on fait de la mécanique, on peut décrire les propriétés d'un système mécanique, d'un système dynamique, par une variété bien précise, qui a une certaine structure bien définie, qu'on appelle structure symplectique pour ceux qui connaissent, qui est à peu près la même chose qu'une structure hamiltonienne. Donc il existe certaines variétés qui sont complètement adaptées pour décrire la mécanique classique, donc des variétés qui rentrent dans la catégorie découverte, enfin des variétés non euclidiennes. Eh bien, le passage de la mécanique classique à la mécanique quantique, c'est uniquement le remplacement de cet espace des phases qui est une variété par quelque chose qui n'est plus une variété et qui rentre précisément dans cette nouvelle catégorie des espaces non commutatifs. Donc, avant que la géométrie non commutative ait été découverte, déjà, elle servait dans la physique et même dans une branche qu'on considère comme relativement maintenant ancienne et bien au point de la physique, qui est la mécanique quantique. Alors donc, voilà en gros le grand schéma de l'évolution mathématique d'un côté, mathématique et géométrique, et l'évolution physique. Donc vous voyez qu'il y a des liens sans arrêt, et je vais peut-être maintenant revenir là-dessus en rentrant un peu dans les détails sur la partie physique. Alors, notre physique, vous savez tous qu'elle a une longue histoire, et on peut remonter très loin, on peut remonter aux Babyloniens sans doute, mais en gros, on peut considérer qu'il y a une sorte de vision vraiment scientifique du monde à partir des philosophes présocratiques au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de donner des récits du monde qui sont des récits à la fois cosmogoniques et théogoniques, des récits mythiques, on cherche à en donner une explication. Et ce désir de donner une explication, je dirais, mécanique, entre guillemets, du monde, que l'on peut considérer comme le début de l'esprit scientifique, c'est à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'on le date en général. Donc ce n'est pas vraiment la naissance de la science, mais on peut dire c'est la naissance de l'esprit scientifique. Enfin, bon, les historiens pourraient dire ça beaucoup mieux que moi. Bon, toujours est-il que, en tout cas, à cette époque, on voit chez tous ces présocratiques et aussi chez Platon et Aristote essentiellement, et aussi les écoles atomistes, on voit des sortes de modèles du monde qui sont des explications de la manière dont tout fonctionne. Des explications, bien sûr, qu'on considère aujourd'hui peut-être un peu simplistes, mais qui sont quand même très intéressantes, parce qu'elles sont, pour la plupart, fondées précisément sur la géométrie, et dans la géométrie, une notion qui est fondamentale, qui était fondamentale à l'époque et qui continue à être fondamentale aujourd'hui, qui est la notion de symétrie. Et en fait, dès qu'on fait de la géométrie, il y a quelque chose qui va toujours être présent, dans un sens qui peut être très général, c'est la notion de symétrie. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? Par exemple, la symétrie d'un objet, c'est quelque chose qui se conserve quand on fait bouger l'objet. Par exemple, si je tourne cet objet sur lui-même, comme ceci, ben, il a toujours le même aspect. Donc il a une symétrie, dans ce cas-là, circulaire. Une boule, je peux la tourner dans n'importe quelle direction, elle reste identique à elle-même, donc elle a une symétrie sphérique, par définition. Si je prends un cube, pour qu'il ait le même aspect, il faut que je lui fasse faire vraiment un quart de tour, ou enfin des tours bien ajustés. Donc un cube, par exemple, a un certain groupe de symétrie bien particulier. Chaque figure a un groupe de symétrie bien particulier. Donc qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? Finalement, c'est une propriété d'un système, comme ça, d'un objet ou de quelque chose de plus compliqué, peut-être de l'espace lui-même, qui se conserve lorsque l'on fait
soit réellement, soit mentalement, parce que l'espace, évidemment, on aura beau s'y mettre à tous, on n'arrivera pas à le faire tourner, mais mentalement, on peut imaginer que l'espace tourne, et est-ce que l'espace a des propriétés qui vont se conserver ou pas? S'il y en a, on va appeler ça des symétries. Donc, la notion de symétrie, elle était très importante à l'époque. On voit d'ailleurs que Platon et Aristote, et aussi leurs contemporains, ont sans arrêt invoqué des polyèdres ou des figures géométriques qui étaient précisément invoquées à cause de leur symétrie. Et aujourd'hui, quand on fait de la physique, on voit que partout, on manipule des groupes, qui sont toujours des groupes de symétrie, c'est-à-dire que la manière moderne que nous avons aujourd'hui en mathématiques et en géométrie d'aborder la notion de symétrie, c'est par les groupes. Un groupe, en général, qu'est-ce que c'est? C'est toujours considéré comme un groupe de certaines transformations qui sont finalement des transformations géométriques. Et quand on fait la théorie des groupes de transformation en mathématiques, ça s'appelle les groupes de Lie, et à chaque groupe, comme ça, est associé une algèbre. Donc, dès qu'on va parler de géométrie, dès qu'on va parler de symétrie aujourd'hui en mathématiques, aussitôt vient la notion de groupe et aussitôt vient la notion d'algèbre. Donc, on voit tout de suite que dès qu'on fait de la géométrie, l'algèbre est tout de suite là. C'est assez important parce que ça nous montre que cette algébrisation de la géométrie, qui est une tendance relativement moderne, elle est très naturelle et elle est aussi très pratique parce que quand on fait de la géométrie à 2 ou 3 dimensions, ça va, si on est assez fort, si on a l'esprit bien adapté à ça, on peut faire des beaux dessins, on peut faire même de la géométrie projective, on a des logiciels 3D, etc. Mais si vous voulez faire de la géométrie à 5 dimensions dans un espace courbe, ça devient difficile. Donc, heureusement, plutôt que de faire des dessins et d'essayer d'intuiter, comme on dit, la solution, comme on fait quelquefois dans des problèmes de géométrie qui peuvent être très compliqués, eh bien, on pose le problème sous forme algébrique, et puis, quand on a bien posé le problème sous forme algébrique, en général, on sait le résoudre. On sait le résoudre parce qu'on est très fort en algèbre ou bien parce qu'on se fait aider par des ordinateurs. On a peut-être des solutions qui sont approximatives et non pas exactes, mais enfin, en général, on sait avancer. Donc, la géométrie, c'est très beau, mais lorsque le dieu de la géométrie ne suffit pas, on fait appel au démon de l'algèbre qui vient nous donner un petit coup de main et qui permet d'avancer et de résoudre les problèmes. Donc, en tout cas, dès l'Antiquité grecque, il y a une tendance très prononcée à la géométrisation de la physique. Alors, je pourrais détailler un peu les modèles du monde avec des sphères emboîtées, la manière dont sont représentés les éléments par des polyèdres qu'on appelle d'ailleurs les solides platoniciens et qui tous sont liés à des symétries. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est quand même une physique d'où était absente la notion d'espace. Aristote nous propose un modèle du monde assez précis, sophistiqué, etc., où beaucoup de choses sont très étudiées, mais dans la physique d'Aristote, il n'y a pas d'espace. Il y a une sorte de théorie des lieux qui joue dans une certaine mesure le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace, mais qui n'est pas du tout aussi élaboré et qui précisément pose des tas de problèmes dont Aristote était conscient, ses contemporains aussi, qu'on n'a pas arrêté de lui reprocher, que tous les savants entre Aristote et la Renaissance ont abordé, ont répété, auxquels ils ont essayé de trouver des solutions, notamment les mathématiciens arabes, mais tout ça, en tout cas, une physique sans espace. Et puis, après, il y a Euclide qui invente l'espace, enfin qui découvre ou qui énonce les propriétés de l'espace euclidien précisément. Et puis, après, à partir du Moyen-Âge, je vais très vite évidemment, Moyen-Âge, Renaissance, de plus en plus de critiques de la physique d'Aristote, de Platon et d'Aristote, qui étaient d'ailleurs à l'époque mêlés à la conception du monde selon les Écritures, puisqu'on vivait, en tout cas en Occident, dans un monde dominé par la chrétienté. Donc, de plus en plus de contestations sur des points divers de la physique d'Aristote, souvent géométriques. Alors ceux qui contestent, vous connaissez tous ces noms-là, c'est Nicole Oresme, Nicolas de Cuse, Nicolas Copernic, 3 Nicolas, Giordano Bruno, Galilée, Copernic, je l'ai déjà cité, Kepler, Tycho Brahe,
Descartes, bon, j'en oublie certainement. Et puis, tout ça, il y a des théories, des embryons de théories, des bonnes idées, des observations, et tout ça culmine avec la révolution newtonienne au XVIIe siècle. Alors, cette révolution newtonienne, on peut l'analyser en détail, on peut analyser ce qui l'a précédé. Newton disait « si j'ai vu si loin, c'est parce que j'étais juché sur les épaules de géants ». Les géants, c'est ceux que je viens de citer, et beaucoup d'autres, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe avec la révolution newtonienne? Eh bien, il y a des innovations extraordinaires qui, pour cette fois, je pense, on peut le dire, fondent vraiment la science moderne, en tout cas la physique moderne. Et beaucoup d'historiens pensent que la science moderne a été fondée à ce moment-là aussi, et la physique servant en quelque sorte de modèle. En tout cas, Newton fonde la physique moderne, et, à mon avis, il y a là une première raison fondamentale, c'est que Newton introduit l'espace physique et le temps physique dans la physique explicitement et en énonçant leurs propriétés. Alors évidemment, ce n'est pas Newton qui a inventé ça. Le temps, on peut dire, souvent, c'est Galilée qui a introduit la notion de temps, enfin, qui a souligné son importance dans la physique. L'espace, ça vient aussi de Descartes et Patrizzi. Mais en tout cas, Newton, dans les Principia en 1687, fait la synthèse de tout ça et énonce les propriétés d'un espace physique et d'un temps physique qui, lui, est géométrisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon la géométrie de la droite réelle, dont on dirait aujourd'hui c'est une variété à une dimension. Et l'espace physique, ses propriétés, sont assimilées à celles de l'espace d'Euclide. Donc il y a vraiment une géométrisation de la physique. Pour Newton, la physique se joue, tous les phénomènes se déroulent dans une espèce de scène immuable, absolue, fixée une fois pour toutes, qui est l'espace et le temps, l'espace d'Euclide et le temps, la droite réelle, avec le temps qui s'écoule imperturbablement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est la notion d'univers. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la cosmologie aristotélicienne, mais on peut dire que dans la cosmologie de Platon et d'Aristote, elle décrivait le monde, mais elle ne décrivait pas le monde comme un univers, dans le sens où l'univers, c'est par définition quelque chose qui est unique et unifié. Et maintenant, ça existe chez Newton. Il y a vraiment un cadre unique et unifié pour tous les phénomènes, à tel point que les lois... Il y a des lois universelles, maintenant. Universelles, ça veut dire valable toujours et partout. Et en fait, vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas des lois universelles, on ne pourrait pas faire de physique, puisque la physique est fondée sur la possibilité de faire des expériences ou des observations pour vérifier un modèle ou une théorie. Si vous avez une loi et que cette loi change si je vais dans la pièce d'à côté ou si je fais l'expérience demain, ça ne veut rien dire de faire une expérience pour vérifier cette loi. Donc la notion de loi sous-tend le fait qu'elle est universelle, c'est-à-dire valable toujours et partout. Et pour qu'il y ait des lois universelles, il faut bien qu'il y ait un cadre qui soit garant de l'universalité de ces lois, c'est-à-dire d'un univers. Autrement dit, la physique ne commence qu'avec la notion de loi universelle et d'univers. Et c'est ce que fait explicitement Newton. Il introduit cette notion d'univers comme garant des lois universelles, et c'est pour ça que l'on dit que la physique moderne, et même d'une certaine manière la science moderne, je l'ai déjà dit, naît à ce moment-là. Donc, deuxième innovation de Newton, très importante, bien sûr qui va ensemble, je l'ai dit aussi, mais c'est un tout, c'est l'introduction de la notion d'univers, explicitement. Et il énonce une des premières lois universelles, c'est la loi de la gravitation. Ce qui est important, c'est la loi de la gravitation universelle. Et quel en est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est tout de suite quelque chose d'extraordinaire, c'est que Newton analyse le mouvement de la pomme qui tombe et le mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre, ou des planètes qui tournent autour du Soleil, ou des comètes, comme exactement le même phénomène. C'est la même loi, qui est très simple, loi de gravitation. Donc tous ces phénomènes qui paraissaient des phénomènes très étranges sont maintenant décrits par une même loi universelle, la loi de la gravitation et de la dynamique qui va avec. Et aussitôt, vous savez, tous les succès, on explique les orbites des planètes, pourquoi elles sont elliptiques, pourquoi les comètes reviennent, et on prédit le retour de la comète de Halley. Ensuite, on va découvrir des planètes. Enfin, c'est un succès extraordinaire, et ça marche très bien. Ça marche très bien, ça va marcher très bien pendant 3 siècles, et même au-delà. Et en fait, vous savez que cette théorie de Newton sera remplacée au début du XXe siècle par la gravitation de la relativité générale, par la théorie de la relativité générale, mais j'insiste sur le fait, c'est peut-être pas assez dit, que cette théorie de Newton n'a pas du tout été remplacée parce qu'elle ne marchait pas,
Il n'y avait aucun domaine où elle était en échec, peut-être le périhélie de Mercure, mais il y avait des tas d'explications possibles, et de toute façon, ça n'a pas été ça qui a été déterminant. Donc, Einstein avait le désir de remplacer la théorie de Newton par une autre théorie, non pas à cause des insuccès de la théorie de Newton, il n'y en avait aucun, je le répète, mais pour des raisons fondamentales, pratiquement philosophiques, liées à la nature de l'espace et du temps. Ça n'est pas du tout pour des raisons expérimentales ou observationnelles qu'on a changé la physique de Newton, enfin qu'Einstein a changé la physique de Newton par une autre, c'est pour des raisons conceptuelles, philosophiques, fondamentales à propos de l'espace et du temps. Et donc, il a construit une nouvelle théorie qui avait, selon lui, une meilleure conception de l'espace et du temps, après avoir lu Kant, Ernst Mach, qui avait beaucoup parlé des problèmes philosophiques de l'espace et du temps. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'après coup, cette théorie, quand on l'a appliquée à de nouvelles expériences, les fameux tests de la relativité générale, le périhélie de Mercure, le décalage la courbure des rayons lumineux, le décalage des signaux temporels, eh bien, elle a été vérifiée. Elle marchait alors que celle de Newton ne marchait pas. Mais ça n'a été qu'après coup. Bon, je n'en suis pas encore là. Je reviens quand même à Newton. La théorie de Newton donc, marche très bien. On est au XVIIe siècle, ça va continuer au XVIIIe, au XIXe. Entre-temps, les nouvelles géométries non euclidiennes sont inventées, comme je vous l'ai dit, au XIXe, et on arrive au début du XXe siècle. On arrive au début du XXe siècle où les choses vont changer. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il y a un premier ensemble de raisons qui va conduire à la relativité restreinte. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a une différence fondamentale, voire une contradiction, entre le mouvement des particules matérielles et la lumière. En gros, pour simplifier très rapidement, les vitesses des particules matérielles s'ajoutent, c'est-à-dire si je suis dans un train à 300 km/h, je marche à 10 km/h, ça veut dire que quelqu'un, le chef de gare sur le bord de la voie ferrée, me voit marcher à 310 km/h. En revanche, la vitesse de la lumière ne s'additionne à aucune autre vitesse, c'est-à-dire même si la lumière est émise d'un train ou d'une fusée qui va très vite, je la reçois toujours à la même vitesse. Donc apparemment, il y a une contradiction entre les deux choses, dont on se rend bien compte, qui paraît relativement extravagante, pour laquelle on met sur pied des expériences de vérification qui effectivement vérifient que la vitesse de la lumière est toujours constante, d'où une sorte de crise, parce que finalement, à propos de ceci, il s'agit de cinématique, c'est-à-dire la science des mouvements libres dans ce cas-là, qui finalement exprime les rapports entre l'espace et le temps. Donc on s'aperçoit que si on analyse les rapports entre l'espace et le temps du point de vue de la matière, et si on les analyse du point de vue de la lumière, on semble arriver à des résultats contradictoires. Donc quelque chose ne va pas au XIXe siècle, et tous les physiciens s'en rendent bien compte. Il y a une sorte de crise que personne n'arrive à résoudre. Tout le monde se met là-dessus, avec certains succès partiels, notamment du physicien Henrik Lorentz, néerlandais, de Poincaré, qui trouve finalement des formulations qui arrivent à rendre compte de ce qui se passe, mais sans vraiment proposer de théorie derrière. Pour résumer très rapidement une longue histoire, Einstein, en 1905, propose une théorie de la relativité restreinte qui, après réinterprétation, pourra s'énoncer simplement en disant que l'on remplace le cadre Newton espace et temps par quelque chose de plus global qui est l'espace-temps. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une variété à 3 dimensions et une variété à 1 dimension pour décrire le temps, on va dire on a une variété à 4 dimensions, qu'on va appeler un espace-temps, bien entendu. Espace-temps de Minkowski, parce que c'est quand même Minkowski qui, quelques années après, a vraiment introduit cette formulation de la relativité restreinte qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas adopter. Donc, la relativité restreinte, c'est remplacer espace et temps par un espace-temps qui est une variété à 4 dimensions. Alors, ça semble peut-être n'être que des mots, mais ça change tout. Premièrement, ça résout totalement cette contradiction entre lumière et matière. Je n'ai pas le temps, malheureusement, parce que je crois que j'ai que 3 heures, c'est ça ?
Non, je n'ai pas le temps de vous expliquer de quelle manière ça résout la contradiction. En tout cas, croyez-moi, ça la résout complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui était vu comme de la cinématique, c'est-à-dire des histoires de vitesse qui s'additionnent, etc., c'est vu maintenant comme de la pure géométrie, comme des histoires d'angle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, comme on disait dans la géométrie newtonienne, on va dire, par exemple, un objet change de vitesse, on va dire, dans l'espace-temps, on a une ligne qui s'incurve. Et tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu cette expérience, si on n'avait jamais été confronté aux contradictions, il me semble que la relativité restreinte est une manière tellement élégante et simple et presque évidente pour formuler les phénomènes qu'elle ne peut pas ne pas être la bonne théorie comparée à une théorie où on aurait un espace et un temps séparés. Bon, toujours est-il que peu importe cette remarque, si vous voulez, il faut savoir que depuis 1905, la relativité restreinte est vérifiée des millions et des millions de fois par jour, que ce soit en astrophysique, avec tous les phénomènes qu'on observe en astrophysique, les rayons cosmiques, dans les accélérateurs de particules, avec les satellites, les communications entre satellites, la navigation spatiale, etc. Donc il n'y a absolument aucun doute possible sur la validité de la relativité restreinte. C'est un tout, en plus, extrêmement cohérent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la notion d'espace-temps, on commence à s'apercevoir que plutôt que de parler de l'évolution d'un système, par exemple dans la conception newtonienne, on va dire une particule. Qu'est-ce que c'est qu'une particule? C'est quelque chose qui est ici, et puis qui, dans une seconde, sera là, etc. On va décrire une particule comme un objet qui, à des instants différents, occupe différentes positions de l'espace. Dans la conception de la relativité restreinte, déjà, une particule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une ligne dans l'espace-temps. C'est donc, plutôt que d'une vision où on a quelque chose qui évolue dans le temps, on a une vision où on a une géométrie dans un espace-temps. Et je ne sais pas si ça ressort de ce simple discours, mais il se trouve que c'est beaucoup plus simple, à la fois mathématiquement et conceptuellement, d'étudier la géométrie de lignes dans l'espace-temps plutôt que d'étudier l'évolution de points qui se déplacent avec le temps dans l'espace. Bon, je ne peux pas commenter longtemps là-dessus, mais c'est déjà une énorme simplification, à la fois conceptuelle et technique. Mais ça n'est qu'un premier cas, parce que à peine Einstein a-t-il introduit cette théorie de la relativité restreinte qu'il comprend bien qu'il manque quelque chose. Il manque la gravitation, parce que cette théorie n'était faite que pour décrire les phénomènes en l'absence de gravitation. C'est-à-dire qu'il y avait ce problème de la différence de cinématique entre les particules et la lumière qui ne faisait pas intervenir la gravitation. Donc, d'abord, c'est dit Einstein, essayons de résoudre le problème sans la gravitation, puisque la gravitation n'intervenait pas là-dedans, et il y a parfaitement réussi. Einstein était beaucoup plus ambitieux, il voulait maintenant généraliser sa théorie pour qu'elle incorpore la gravitation. Et pourquoi était-il si soucieux de faire ça? Précisément à cause des problèmes posés par l'espace dans la gravitation, dans la théorie newtonienne. Quels étaient ces problèmes? Il y en avait plusieurs, il y en avait même beaucoup, dont Newton était bien conscient, mais il a énoncé sa théorie malgré ces problèmes-là, parce que, disait-il, elle marche tellement bien, et il avait raison, que tant pis pour les problèmes conceptuels, on va les oublier. Alors, le premier problème, c'est le problème de l'action à distance. C'est-à-dire que jusqu'à Newton, on avait toujours eu l'idée qu'un corps peut en influencer un autre, en gros, s'il le touche, quoi, s'il y a quelque chose, un contact, enfin une influence directe. Or, ce que dit Newton, c'est qu'un corps, comme le Soleil par exemple, va attirer la Terre qui est très loin de lui en exerçant une force. Et cette force, il n'y a absolument aucun contact, il n'y a aucune transmission, puisque cette attraction gravitationnelle s'exerce dans l'espace vide. Ça paraît quelque chose d'étrange à tout le monde, y compris à Newton, qui n'arrive pas à trouver une solution vraiment satisfaisante. Newton va dire, oui, bien sûr, dans l'espace, il y a quelque chose qui s'appelle l'éther, qui va transmettre cette force gravitationnelle.
Mais malheureusement, l'éther, dès qu'on essaye de faire une théorie de l'éther, de dénoncer ses propriétés, on n'y arrive pas. Ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce n'est pas quelque chose qui est massif, ce n'est pas quelque chose qui peut être en mouvement. Par exemple, si on essaye de se dire est-ce que l'éther est au repos ou en mouvement, on arrive à des contradictions. Donc, on se rend bien compte que même si on est obligé d'invoquer une sorte de milieu intermédiaire qu'on appellera l'éther gravitationnel et qui va être finalement le support de la gravitation, on arrive à déterminer aucune des propriétés de cet éther, ou même pire, on arrive à déterminer des propriétés qui sont contradictoires. Donc, pas de théorie de l'éther possible, et il y a donc ce mystère de l'interaction à distance qui n'est pas résolu par Newton, qui n'est pas résolu par d'autres, et bien sûr, le problème sera reposé par des physiciens, par des philosophes, et ce sera une des premières motivations d'Einstein pour construire sa théorie. Deuxième problème, c'est la question du principe d'équivalence. En théorie newtonienne, et dans la réalité d'ailleurs, quand on a plusieurs objets qui sont dans le même champ gravitationnel, par exemple dans le champ de la Terre, ces objets, s'ils partent au même endroit, supposons qu'ils soient au repos, ils vont avoir la même accélération et donc la même vitesse, en négligeant bien sûr les effets annexes comme la résistance de l'air. C'est la fameuse expérience de Galilée du haut de la tour de Pise, qui n'a sans doute pas eu lieu, où on lâche deux objets très différents, et en faisant abstraction de la résistance de l'air, c'est pour ça d'ailleurs que sans doute l'expérience n'a pas eu lieu, parce que quand on est au haut de la tour de Pise, on ne peut pas faire abstraction de la résistance de l'air, mais enfin, toujours est-il qu'en théorie, les deux, enfin en théorie, selon cette théorie, et selon la pratique quand on la vérifie dans des tubes à vide, etc., les deux objets tombent de la même manière. Pourquoi? C'est un mystère dans la théorie newtonienne. La théorie newtonienne décrit bien ceci, mais d'où ça vient? Mystère, gros point d'interrogation. C'est aussi un problème auquel Einstein veut répondre, et il veut trouver une réponse naturelle à ce problème. Troisième question, c'est la question de l'espace absolu. Et finalement, dans la théorie de Newton, en tout cas telle qu'elle est formulée par Newton, il doit exister quelque chose qu'on appelle l'espace absolu. Bon, pourquoi pas? L'espace absolu sert de référence, sert de cadre à tous les mouvements, mais le problème, comme le font remarquer Kant, comme le font remarquer le philosophe et physicien Ernst Mach aussi, en Allemagne, l'espace, on ne peut jamais le voir, on ne peut jamais le toucher. C'est vrai qu'on voit des objets dont on va dire qu'ils sont dans l'espace, mais est-ce que l'espace existe vraiment? On peut en douter. Et même Mach, lui, qui prend du point de vue de ce problème une position extrémiste, dit l'espace, ça n'est qu'une entité métaphysique. Il ajoute même le terme oiseux, donc une oiseuse entité métaphysique. L'espace n'a en fait aucune existence, ça n'est que finalement une espèce d'invention. On a créé cette idée, on a créé cette conception juste par commodité, pour rendre compte finalement de l'agencement des objets entre eux, mais ça n'existe pas. Et d'une certaine manière, même chose pour le temps. Et tout ça reprend finalement une conception qui était la conception de Leibniz, qui s'opposait à Newton au XVIIe siècle, qui était ce qu'on peut appeler la position relationnelle. Que disait Leibniz? Il disait non, l'espace et le temps, ça n'existe pas du tout, il n'y a rien de tel dans la nature, il n'y a rien de tel dans la physique, mais l'espace, ça n'est finalement que la conceptualisation de l'ensemble des relations qu'il y a entre tous les objets. Nous voyons des objets avec des relations entre eux, et nous imaginons qu'il y a une sorte de support, l'espace, qui constitue l'ensemble de ces relations. Et le temps, c'est simplement la conceptualisation que nous faisons des relations entre les événements de la même manière un peu. Donc c'est une conception relationnelle, c'est-à-dire que l'espace et le temps, il n'y a rien de tel qui existe, mais ce qui existe, c'est simplement l'ensemble des relations entre les objets. C'est-à-dire quand on va dire ceci est ici en un point de l'espace, non, ce n'est pas du tout ça, c'est ceci simplement touche la table, est à une certaine distance de chacun de vous, et je peux très bien définir la position de cette carafe, non pas comme une position dans l'espace, mais simplement en définissant ces distances relatives, par exemple, à tous les objets qui sont ici, en imaginant une espèce de tissu de relations, comme s'il y avait des ficelles tendues avec tous ces points, mais l'espace n'existe plus.
Ça, c'est la conception relationnelle. Et il y avait donc une grande controverse, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, à ce sujet, entre Leibniz et Newton. Et bien entendu, avec la théorie de Newton, c'est la conception absolue de l'espace qui l'a emporté. Mais il faut savoir que cette conception relationnelle de Leibniz, elle n'est pas du tout invalidée, elle a été reprise, réintroduite plusieurs fois, et finalement, un des problèmes de la physique de Newton, c'était cette conception-là, et Einstein, il l'a écrit à de nombreuses reprises, il l'a dit, était extrêmement influencé, enfin préoccupé plutôt, par ce problème, notamment après avoir lu Mach, il était obsédé par ce que lui-même appelait le principe de Mach. Je ne veux pas l'énoncer ici, d'ailleurs il n'existe pas d'énoncé vraiment très précis, mais en tout cas c'est lié à cette question de la nature profonde de l'espace. Est-ce que l'espace existe vraiment avec un caractère absolu, ou bien est-ce que l'espace est purement relationnel? Alors, ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a essayé de construire une théorie qui soit précisément relationnelle. Et je reviendrai là-dessus, je pense que c'est extrêmement important. Bon, toujours est-il que, vous voyez, Einstein est préoccupé par ces questions, et il veut généraliser sa théorie de la relativité restreinte pour lui permettre d'incorporer la gravitation, et en répondant aux problèmes que je viens de mentionner. Comment le fait-il? Avec la théorie de la relativité générale 1915, donc 10 ans après, pendant lesquels il a vraiment beaucoup travaillé, il a appris beaucoup de mathématiques, et 1915, il énonce sa théorie de la relativité générale en disant, eh bien, l'espace-temps, il n'est pas simplement sans courbure, comme l'était celui de 1905, qu'on appelait l'espace-temps de Minkowski, mais il peut avoir une courbure en chacun de ses points. Et cette courbure, c'est exactement la gravitation. D'où une nouvelle expression de la gravitation. Pardon. Le Soleil influence la Terre. Dans la théorie newtonienne, on disait le Soleil exerce une force à distance. Dans la théorie einsteinienne, c'est différent. Le Soleil modifie la courbure de l'espace-temps là où il est. Cette courbure de l'espace-temps se propage, de la même manière que si vous avez un tissu, j'appuie sur le tissu, ici, ça va déformer le tissu, mais cette courbure, évidemment, va se déformer, va se propager selon l'élasticité du tissu. Et bien là, c'est pareil. Le Soleil, là où il est, va courber l'espace-temps, et cette courbure va se propager partout, et tous les objets vont sentir cette courbure, et leurs trajectoires vont suivre cette courbure. Donc la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans l'espace-temps courbé par le Soleil, donc elle n'a pas le choix, elle ne peut pas suivre une droite, parce que dans cet espace-temps courbé, il n'y a pas de droite. Donc elle va suivre la trajectoire la plus régulière possible, on va dire ce qui se rapproche peut-être le plus d'une droite, qu'on appelle techniquement une géodésique. Eh bien, quand on fait le calcul, la Terre suit une orbite autour du Soleil, les comètes, les étoiles suivent les orbites qu'elles doivent suivre, et tout va très bien. Oui, tout va très bien. On obtient, pour la plupart des objets, disons dans le système solaire, les mêmes résultats, mais vous voyez que l'interprétation est complètement différente. Il n'y a plus de problème d'interaction à distance, puisque le Soleil courbe les choses là où il est, courbe l'espace-temps là où il est, et ensuite c'est l'élasticité qui fait que ça se propage. D'ailleurs, ça se propage à une vitesse qui n'est pas infinie, ce n'est pas instantané, ça se propage à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, la vitesse de la gravitation est la même vitesse que celle de la lumière. Donc, ce problème-là est résolu. Le deuxième problème est résolu aussi, puisque pourquoi deux objets ont la même accélération quand ils sont au même point? Parce que l'accélération, maintenant, c'est causé par l'espace-temps. Les objets sont évidemment dans le même espace-temps, puisque c'est le cadre général. Donc, c'est absolument évident, et par nature même fondamentale de la théorie, que ces objets suivent la même accélération. Donc, Einstein a vraiment bien répondu à ces deux premières questions. La troisième question, c'est un petit peu plus compliqué. Je regarde où j'en suis. Combien de temps il me reste à peu près? 2-3 heures. Un quart d'heure? Un quart d'heure? Oui, très bien. Bon. Donc, relativité restreinte et générale, et puis la cosmologie qui va avec, fondée sur une nouvelle géométrie et exploitant parfaitement les caractéristiques de cette nouvelle géométrie. Bon. Entre-temps, commence la
l'introduction de la mécanique quantique, puis ensuite de la théorie quantique des champs, un petit peu plus compliquée, qui va s'interpréter aussi comme une géométrie. Mais je continue quand même encore un peu avec la relativité. Je vous ai parlé de ce conflit entre une conception relationnelle et une conception absolutiste de l'espace et du temps d'ailleurs. Quand on l'énonce de la manière dont je l'ai énoncé, et comme elle est énoncée dans la plupart des manuels, on a l'impression, effectivement, que la relativité générale se fonde sur une conception absolutiste. Peut-être plus de l'espace, mais en tout cas de l'espace-temps. C'est-à-dire, on a l'impression que, selon la relativité générale, il existe une sorte d'espace-temps absolu. Bien sûr, il est déformé, mais il est quand même absolu, et dans cet espace-temps sont situés les objets, les événements, etc., vraiment dans un cadre constitué par l'espace-temps. Bon. En fait, on s'aperçoit qu'il existe en relativité générale une propriété fondamentale qu'on appelle la covariance, que les mathématiciens appellent l'invariance ou le difféomorphisme. C'est encore une symétrie, puisque c'est toujours l'invariance de quelque chose sous certaines transformations. Les transformations, c'est celles qu'on appelle les difféomorphismes, qui sont très, très bien connus des mathématiciens, et qui sont en général moins connus des physiciens. Ça les intéresse moins parce que finalement, un difféomorphisme, justement, quand on effectue un difféomorphisme, ça ne change rien. Donc, on n'a pas tellement besoin de s'en occuper. Mais, du point de vue conceptuel, c'est très important. Donc, un difféomorphisme est une sorte de transformation. L'invariance par difféomorphisme, ça veut dire que quand on effectue un difféomorphisme, quand on fait cette transformation, rien ne change, la théorie reste la même. Autrement dit, si vous avez une solution de la relativité générale, cette solution, vous la transformez par un difféomorphisme, ça donne quelque chose qui a l'air différent, mais qui en fait, et c'est dans la théorie, est la même chose. Or, il se trouve qu'un difféomorphisme transforme, en toute rigueur, un espace-temps en un autre espace-temps, qui bien sûr va ressembler d'une certaine manière au premier, mais qui n'est pas le même. Donc ça veut dire qu'une solution de la relativité, ça n'est pas un espace-temps, mais c'est en fait une classe de tous les espaces-temps qui sont reliés par difféomorphisme. Alors, vous allez dire ça ne change pas grand-chose, et c'est vrai, ça ne change pas grand-chose, on peut très bien faire de la relativité comme si cette propriété n'existait pas, mais d'un point de vue conceptuel, ça veut dire exactement que la relativité générale est une théorie relationnelle. Parce que, précisément, quand on fait un difféomorphisme, ce qui change, c'est l'espace-temps. Ce qui ne change pas, c'est les relations entre tous les objets qui sont dans l'espace-temps. Ce qui veut dire que, quand on parle non pas d'un espace-temps comme une variété, mais de la classe de toutes les variétés qui sont reliées par le difféomorphisme, ça veut dire qu'on parle exactement de l'ensemble des relations entre tous les objets, tous les événements qui sont dans l'espace-temps. La nuance est peut-être pas très importante si vous ne vous intéressez pas aux conceptions vraiment épistémologiques et fondamentales de l'espace-temps. On peut l'oublier, elle est très souvent oubliée dans les cours de relativité ou dans les manuels, et ça ne change pas grand-chose à la pratique qu'on en aura. Mais ça change d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire que de ce point de vue, on peut dire que pour ce troisième objectif, Einstein l'a rempli également, c'est-à-dire qu'il a vraiment une théorie relationnelle qui obéit aux objections, enfin qui répond aux objections machiennes de Ernst Mach. Et petite anecdote, lorsque Einstein a énoncé sa théorie de la relativité, il a écrit une lettre à Mach en lui disant « Voyez, j'ai une théorie qui obéit à vos objections. » Et Mach lui a répondu « Non, ce n'est pas vrai du tout, ça n'est pas le cas. » Donc, je ne sais pas exactement si Mach n'a pas vu cet aspect-là, si Einstein l'avait vu lui-même à cette époque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Einstein a bien compris ça. Il l'a écrit plusieurs fois. C'est lié à ce qu'on appelle quelquefois l'argument du trou. Alors, c'est quelque chose qu'il faut regarder à tête bien reposée dans un bouquin. Si ça vous intéresse, cette question, je vous recommande le livre de Rovelli, qui s'appelle Quantum Gravity. On n'est pas encore ici à la gravité quantique, on va y arriver dans un moment, dans quelques minutes. Et cet argument est très bien détaillé. Bon, c'est quelque chose de très important. Bon, donc, moi, ce que je dis, c'est que la théorie de la relativité générale est effectivement une théorie relationnelle.
Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup de physique quantique, mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand on fait en gros de l'astronomie, de la cosmologie, on s'intéresse à la gravitation, puisque c'est la gravitation qui gouverne tout ça, mais les phénomènes quantiques interviennent très peu. Inversement, si vous voulez construire un transistor ou si vous voulez faire de l'électronique ou faire des lasers, etc., vous allez utiliser la physique quantique, mais la relativité générale intervient relativement peu. Donc quand on fait de la physique aujourd'hui, soit on est dans un contexte relativiste, soit on est dans un contexte de physique quantique. Et il n'y a quasiment aucune situation où on est obligé d'utiliser les deux. Heureusement, parce que quand on regarde, ces deux théories diffèrent énormément. Comme je viens de vous le dire, la relativité générale travaille avec un espace-temps où vraiment l'espace et le temps sont liés et où il y a une courbure, et même pire encore dans un contexte relationnel, alors qu'au contraire, la physique quantique travaille dans un espace fixé, avec un temps bien défini qui s'écoule, et dans un contexte complètement absolu, ça ne peut pas être relationnel. Donc, des conceptions différentes. Le monde doit être comme ceci ou comme cela, il ne peut pas être les deux à la fois. Donc, du point de vue épistémologique et philosophique, là, il y a une contradiction à résoudre. En même temps, pourquoi trois des interactions de la physique, l'électromagnétisme, les interactions faibles et fortes, seraient quantifiées et pas la gravitation? Bizarre. On aimerait bien que ça soit un peu plus harmonieux. Troisièmement, on s'aperçoit, c'est plus grave encore, qu'il y a des contradictions entre la physique quantique et la relativité générale. C'est-à-dire que, par exemple, en physique quantique, vous avez une sorte de principe d'incertitude qui vous interdit de localiser parfaitement une particule. D'après la gravitation, vous pouvez. Bon. Quand vous essayez de vous intéresser à des objets comme les trous noirs ou comme le début de l'univers, où à la fois des phénomènes quantiques et des phénomènes relativistes doivent jouer, on n'arrive pas à s'en sortir, on aboutit à des contradictions. Donc pour toutes ces raisons, et d'autres, on pense que la physique d'aujourd'hui n'est pas encore au point. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Comment? En unifiant d'abord les quatre interactions qui ne sont pas aujourd'hui, en ayant une conception de l'espace-temps et de la matière qui soit à la fois compatible avec la physique quantique et la relativité générale, ce qui n'est pas le cas, sans doute en quantifiant la gravitation, et donc beaucoup de choses nouvelles. Comment faire ça? Certainement en modifiant la géométrie. C'est-à-dire, sans doute pas la géométrie de la relativité générale telle qu'elle est aujourd'hui, sans doute pas la géométrie de la physique quantique telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait une petite innovation dans la physique quantique qui est justement le fait qu'on a une certaine non-commutativité dans l'espace des phases, en gros. Bon. Est-ce que peut-être cette non-commutativité ne serait pas quelque chose qui doit être généralisé? Et ça aurait une conséquence sans doute heureuse, ce qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à cette question, c'est que dans un espace non commutatif, comme je ne l'ai pas dit explicitement, la notion de point disparaît. Ça veut dire que si on essaye de localiser une particule, par la nature même de l'espace, on va pas y arriver. On va aboutir à quelque chose qui est finalement une relation d'incertitude. Donc, si vraiment on est dans un espace qui est non commutatif, ça veut dire que les relations d'incertitude s'expliquent vraiment de manière naturelle. Autre point bénéfique, on sait qu'en relativité, on a quelque chose qui nous gêne, qui est les singularités. En physique quantique, on a des divergences, c'est-à-dire quand on calcule l'énergie de quelque chose, ça donne toujours l'infini. Pourquoi? Quand on regarde dans les mathématiques, parce qu'on a des intégrales qui partent de zéro, parce qu'on a un point et qui divergent à cause de ça. Si on n'a plus de points, ben on s'aperçoit que les intégrales, elles ne partent pas de zéro. Donc, toutes les intégrales qui divergeaient, tous les calculs d'énergie qui divergeaient, si on arrivait à faire ça proprement dans une géométrie où il n'y a plus de points, mais où il y a quelque chose qui soit plus lisse d'une certaine manière, on a bon espoir que beaucoup des problèmes de la physique quantique d'aujourd'hui, qui sont non résolus, c'est-à-dire que si vous arrivez aujourd'hui à construire une théorie mathématiquement cohérente de la physique quantique, vous avez un prix de $1 million qui vous attend. Aujourd'hui, il n'y a aucune formulation théorique mathématiquement correcte de la physique quantique. Bon. Et si on avait un phénomène comme ça, sans doute on y arriverait. Bon. Pour des tas de raisons, donc, je n'ai pas tout exprimé ici, on pense qu'il faut aller plus loin et par l'intermédiaire d'une nouvelle géométrie. Alors, quelle nouvelle géométrie? Bon, il y a beaucoup de pistes possibles.
Si on considère toujours des variétés, on peut augmenter le nombre de dimensions, on peut augmenter le nombre de symétries, on peut introduire sur des variétés des objets plus compliqués. Aujourd'hui, par exemple, la relativité est basée sur la notion de courbure. Il peut y avoir des théories basées sur ce qu'on appelle aussi une torsion. C'est assez compliqué. Il peut y avoir des théories où on est dans le même espace-temps, mais où on a plus de symétrie. C'est ce qu'on appelle les théories de jauge. Donc déjà, les théories de jauge, c'est quelque chose d'important en théorie quantique des champs. Peut-être que dans une future théorie, ça doit être encore généralisé. C'est un petit peu la base des théories des cordes. Peut-être qu'il faut augmenter le nombre de dimensions. Peut-être qu'il faut changer la nature de l'espace-temps en remplaçant l'espace-temps, justement, qui est aujourd'hui une variété, par la géométrie non commutative. Ou peut-être, et ça c'est un peu mon favori, il faut oublier l'espace-temps et se dire qu'au lieu d'avoir un espace-temps, c'est-à-dire un cadre géométrique quel qu'il soit, il faut commencer à faire de la physique purement relationnelle. C'est-à-dire, au lieu de dire on a un espace-temps, on va dire on a des objets avec des relations entre eux. Et puis, on va dire c'est ça, il n'y a pas de géométrie, il y a une espèce de pré-géométrie qui va être de nature quantique d'ailleurs, et on arrive déjà à avoir des formulations comme ça. Et ensuite, on va s'apercevoir que quand on regarde les objets et qu'on regarde les relations entre eux, on s'aperçoit que cet ensemble de relations, ça donne ce qu'on a l'habitude d'appeler l'espace. C'est-à-dire que dans une conception comme ça, l'espace et le temps ne sont plus des choses fondamentales qui existent vraiment, mais il existe une sorte, qu'on pourrait appeler ça une pré-géométrie ou une pré-géométrie fluctuante au sens des fluctuations de la physique quantique, ou une géométrie quantique, enfin en tout cas pas une géométrie, et cette géométrie quantique, qui est vraiment ce qui existe, quand on la regarde, on la voit comme une géométrie. De la même manière qu'en physique quantique, aujourd'hui, vous savez qu'en physique quantique, les particules n'existent pas. C'est-à-dire, si vous avez une particule, elle n'est pas là, on ne peut pas la localiser, c'est une manière de dire qu'elle n'existe pas. Il y a même des objets, des états, des systèmes dans lesquels on ne sait même pas dire s'il y a 0 particule ou 1 ou 2. Bon. Donc la notion de particule n'existe pas en physique quantique, mais quand on regarde un système, notre regard l'interprète en termes de particules. Et bien là, on voudrait que ça soit pareil dans une gravité quantique. L'espace-temps n'existe pas, mais quand on regarde les choses, eh bien finalement, notre regard interprète les choses en termes d'espace et de temps. L'espace et le temps deviennent finalement une notion émergente. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans une véritable théorie quantique, mais lorsqu'on a une espèce de regard classique, l'espace et le temps deviennent quelque chose d'émergent. Bon. Tel que je vous le dis là, bien entendu, c'est assez vague, mais tout ça se met sous des formes relativement précises, et il existe déjà des tentatives de gravité quantique où ces choses-là commencent à être formalisées. C'est assez compliqué, c'est basé sur la théorie des groupes, mais toujours sur des algèbres, toujours avec des objets géométriques qui sont du genre de ceux qu'on a introduits dans les dernières décennies, et je dirais la physique fondamentale moderne, aujourd'hui, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que l'on suive l'une ou l'autre de toutes les pistes que j'ai indiquées, de toute façon, on est en train d'essayer d'élargir la géométrie. C'est-à-dire qu'on a déjà élargi la géométrie d'Euclide aux variétés non euclidiennes, on a déjà élargi d'une certaine manière en introduisant la géométrie non commutative avec la physique quantique. On a aussi introduit, j'en ai pas beaucoup parlé, ce qu'on appelle les espaces fibrés, qui sont le cadre naturel de la théorie quantique des champs. Ce sont aussi des variétés, mais d'un certain type. Il est à peu près sûr qu'en combinant tout ça, peut-être en le généralisant, peut-être en le faisant fluctuer à la manière quantique, on va trouver une théorie plus globale et plus unifiée. Le problème, c'est qu'il y a tellement de manières de le faire aujourd'hui qu'on ne sait pas encore quelle est la bonne et on ne sait pas non plus comment tester. Donc, je vous propose de revenir dans 10 ans et puis on fera le point. Merci. Merci Marc. Donc maintenant, je passe la parole à la salle. Passez le micro, posez des questions. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez d'une des pistes qui est explorée depuis quelques années par Laurent Notal, à savoir l'utilisation dans la physique des fractales, et notamment l'apport de la relativité d'échelle.
qui manifestement répond à pas mal de vos questions, j'ai l'impression, sur le point, sur les théories de jauge, sur la relation qu'il peut y avoir entre le contenant et le contenu. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette piste. Ben, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'avais regardé il y a quelques années, j'avais rien vu de concret. Je dois dire que j'ai pas regardé depuis récemment, donc rien à dire. Mais disons, il y avait des grosses erreurs, au moins de formulation, tel que c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout où ça en est. Donc, je ne peux pas tellement commenter. Par exemple, sa redémonstration des actions de la géométrie quantique à partir du principe de la géométrie fractale. Ben, pour moi, la géométrie fractale, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, un fractal, ce n'est pas une géométrie. Un fractal, c'est un objet dans une certaine géométrie. C'est-à-dire que vous avez un plan, on sait très bien ce que c'est qu'un fractal. Finalement, c'est un objet qui, d'une certaine manière, est intermédiaire entre une ligne et un plan. Donc ça, c'est tout à fait... Un objet fractal dans un plan ou dans un espace, c'est tout à fait possible. Un espace fractal ou quelque chose de ce genre, pour autant que je sache, ça n'est pas défini. Et en tout cas, ça ne l'était pas défini à l'époque où on en entendait parler. Donc, c'était une théorie qui ne reposait sur rien mathématiquement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, mais je ne peux pas en parler. J'en sais rien. Oui, tout ce que vous venez de dire, cet espace-temps, ça s'applique sur la matière. Pardon ? Mais ça s'applique sur la matière qui nous entoure. Que devient l'antimatière dans cet espace-temps et que devient l'énergie sombre ou la matière sombre? Ben, c'est-à-dire tout ce que vous mentionnez, l'antimatière, c'est de la matière. Hein. On l'appelle antimatière parce que c'est une sorte particulière de matière. On aurait aussi bien pu appeler la matière que nous sommes antimatière et l'autre matière, c'est une convention. Donc la matière, c'est simplement une sorte de matière et l'antimatière a tout à fait sa place là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que l'antimatière a des propriétés par rapport à la matière qui sont justement définies par des comportements différents sous certaines symétries qui sont les symétries temporelles et spatiales. Bon. Ça sera un petit peu technique de rentrer là, mais il est certain que non seulement l'antimatière rentre parfaitement dans ce cadre, mais l'existence et les propriétés de l'antimatière, je dirais, sont tout à fait liées aux propriétés fondamentales de l'espace et du temps, et notamment des symétries temporelles, des symétries de parité dans l'espace et dans l'espace-temps. La matière sombre, on ne sait pas évidemment ce que c'est, mais il y a un problème de la matière sombre, comme tout le monde ici, je suppose, le sait très bien. Maintenant, il faut savoir que la solution du problème de la matière sombre, ce n'est pas forcément la matière sombre. C'est-à-dire, beaucoup de gens, on pense depuis longtemps qu'il y a de la masse cachée, mais cette masse cachée, on ne la trouve pas depuis des années, on la cherche, on ne la trouve pas, et il y a des sortes de régularités dans les observations qui fait qu'il devient, je ne dirais pas de plus en plus probable, mais en tout cas, il devient de moins en moins improbable, disons, qu'il y ait une autre explication, à savoir que justement ça soit une modification des lois de la physique ou quelque chose comme ça, bien qu'on ne sache pas laquelle ça pourrait être, mais en tout cas, c'est une possibilité. En tout cas, si c'est de la matière sombre, vraiment, comme on peut toujours le penser, cette matière sombre, c'est de la matière, sans doute elle n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que celles dont nous sommes faits, mais en gros, on pense qu'elle est faite de particules qui, du point de vue de leur relation avec l'espace et le temps, n'ont pas de différence fondamentale. Alors, bien sûr, il y a une des possibilités pour la matière sombre qui est des particules supersymétriques. Donc, je n'ai pas parlé de supersymétrie, mais je vous ai dit quand même que parmi les nouvelles possibilités que l'on envisageait pour construire un nouvel espace-temps, il y avait celle d'introduire de nouvelles symétries. Or, parmi ces nouvelles symétries, la supersymétrie, il faut bien reconnaître qu'elle a des côtés intéressants parce que c'est une symétrie qui agit à la fois sur les particules, en associant à chaque fermion un boson, comme vous le savez sans doute, et en agissant sur l'espace, dans la mesure où, quand on fait la théorie de jauge correspondant à la transformation de supersymétrie, on arrive à une théorie qui s'appelle la supergravité, et on s'aperçoit que cette transformation de supersymétrie a aussi un rôle spatio-temporel, et c'est ça qui est intéressant. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les théories de supersymétrie, c'est plus très exaltant, quoi.
c'est des théories qui reposent sur des tas d'hypothèses qu'il faut faire et ensuite qui ne marchent pas. On n'arrive pas. Bon, le monde d'aujourd'hui, ici, tel qu'il est, il n'est pas supersymétrique. Donc il faut imaginer que cette supersymétrie est une symétrie brisée. On ne sait pas comment et il y a beaucoup de manières de le faire. Donc apparemment, ce n'est pas une théorie qui a l'air très, très intéressante, mais quand on la regarde du point de vue fondamental, l'idée de supersymétrie, elle, était au départ très séduisante. Bon, apparemment, la théorie qui se fonde dessus n'a pas l'air aussi séduisante que ça, mais c'est une belle idée. Donc, voilà dans quelle mesure certaines des réponses possibles au problème de la masse cachée pourraient avoir des liens avec l'espace-temps. Quant à l'énergie sombre, personne ne sait ce que c'est. C'est ce que c'est. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'énergie sombre, mais qu'il y a la constante cosmologique de la relativité générale qui joue ce rôle accélérateur de l'univers. Cela dit, donc pour moi, il faut bien aujourd'hui distinguer les deux choses. D'ailleurs, l'énergie sombre, enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais selon moi, ça n'existe pas. Cela dit, quand on aura un jour une théorie de gravité quantique ou une théorie unifiée, je pense que la controverse entre énergie sombre et constante cosmologique disparaîtra complètement et qu'on découvrira que le vide a certaines propriétés gravitationnelles qui seront peut-être précisément celles qui expliquent une accélération de l'univers. Mais ça, c'est un peu prématuré pour le dire. En tout cas, je pense que le problème est très mal posé et qu'aujourd'hui, parler d'énergie sombre, c'est vraiment prématuré. Je pense que ça n'a tout simplement aucun sens. Vous avez parlé d'Alain Kohn plusieurs fois avec la géométrie non commutative. Est-ce que, contrairement aux supercordes qui introduisent, je crois, une dizaine de dimensions supplémentaires, mais d'espace, c'est-à-dire qu'en fait, on élargit l'espace et on garde le temps, est-ce que dans ces théories des géométries non commutatives, on introduit des dimensions qui sont supplémentaires à l'espace et au temps? Je dirais que, de toute façon, en tant que discipline mathématique, si vous voulez, la géométrie non commutative, c'est l'introduction d'une nouvelle catégorie d'objets mathématiques. Vous pouvez imaginer n'importe quoi, c'est-à-dire autant de dimensions spatiales ou temporelles que vous voulez dans ces objets mathématiques, comme dans les variétés riemanniennes. Vous pouvez imaginer une variété à 146 dimensions, dont 120 sont spatiales et le reste temporel. Vous pouvez l'imaginer mathématiquement. En géométrie non commutative, c'est pareil. Bon. Donc, ce que j'ai dit, c'est que l'idée de géométrie non commutative semble très séduisante. Quand on l'applique, tel que je vous ai dit, à l'espace des phases, il se trouve que l'espace des phases, c'est ni un espace ni un espace-temps, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de nature différente. C'est-à-dire, c'est pas une variété riemannienne avec une métrique qui pourrait être spatiale ou temporelle, c'est ce qu'on appelle une variété symplectique. Donc, cette distinction espace-temps n'intervient pas pour ces variétés-là, donc cette question ne se pose pas. Si un jour on arrive à une formulation, une théorie physique, où l'espace-temps lui-même sera décrit par aura une forme non commutative, à ce moment-là, il n'y a pas de théorie comme ça, pour autant que je sache, qui soit au point, mais à ce moment-là, je ne vois pas forcément de raison pour qu'il y ait plusieurs dimensions temporelles plutôt qu'une. Mais cela dit, il faut bien se rendre compte que dans ces dimensions supplémentaires, si on prend les théories des cordes, par exemple, les dimensions supplémentaires, de toute manière, à un moment donné, elles vont d'une certaine manière disparaître en tant que dimensions supplémentaires. C'est-à-dire, soit elles sont compactifiées, comme on dit, soit elles sont inaccessibles pour certaines raisons. Et justement, d'ailleurs, un des problèmes de la théorie des cordes, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à expliquer comment ceci, pourquoi et comment ceci devrait se faire. Donc je pense que la théorie des cordes, pour le moment, c'est quasiment quelque chose qui va être abandonné. Mais en tout cas, ce qu'il y a comme caractéristique, c'est ça, c'est que d'une certaine manière, ces dimensions doivent changer de nature, c'est-à-dire prendre une nature qui ne va être ni vraiment spatiale, ni vraiment temporelle. Donc, peu importe que mathématiquement, je dirais, elle soit spatiale ou temporelle. Et je pense qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour dire qu'un espace-temps à 25 dimensions devrait en avoir une seule de temporelle et les autres spatiales, sachant qu'à l'arrivée, on doit déboucher sur quelque chose qui a 3 dimensions spatiales, une dimension temporelle, tout le reste étant des dimensions compactifiées ou en tout cas inaccessibles, et donc on s'en fiche qu'elles soient d'une nature ou d'une autre, parce que ça n'est pas une nature vraiment ni spatiale ni temporelle. Donc pour le moment, dans ce qui existe, je crois qu'effectivement,
à part quelques exceptions, il n'y a pas beaucoup de théories où il y a plusieurs temps. Enfin, mathématiquement, il y en a. Hein. Moi, j'ai travaillé sur des modèles où il y a plusieurs temps. Mais à la fin, on est toujours dans un espace-temps physique où il y a une seule dimension de temps. Vous avez parlé de déformation et vous avez parlé que vous avez dit que par exemple notre Soleil déformait l'espace-temps. Et vous avez dit aussi que l'espace c'était en fait un vide et qui n'existait pas en fait. Ça, c'était dans la conception d'avant. Oui, enfin, vas-y, continue. Et ensuite, donc, ce que vous voulez dire, c'est que aussi l'espace a une forme. L'espace-temps a une forme, oui. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette symétrie dont j'ai parlé, qui s'appelle la covariance, veut dire qu'on peut parler finalement de la forme de l'espace-temps sans qu'il y ait d'espace-temps d'une certaine manière. C'est un peu bizarre, je reconnais bien que c'est bizarre, parce que, pour le dire autrement, la forme de l'espace-temps, on ne la verra jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit jamais l'espace-temps. En revanche, par exemple, aujourd'hui, en cosmologie, on se demande si l'espace a une courbure ou pas, ou si même, quand on parle de l'accélération de l'univers, finalement, ça n'est rien d'autre qu'un des aspects de la courbure de l'espace-temps. Donc quand on dit l'univers a une accélération qu'on a mesurée, ça revient à mesurer un certain aspect de la courbure de l'espace-temps. Hein. L'accélération, c'est très exactement une des composantes de la courbure de l'espace-temps. Donc, comment on fait pour mesurer la courbure de l'espace-temps ? On ne regarde pas l'espace-temps, on ne peut pas le voir. On regarde des objets qui sont répartis dans l'espace-temps et on regarde comment ils sont répartis. Pareil, si tu regardes la surface de la mer, ce n'est pas quelque chose qu'on voit bien, mais s'il y a plein de bateaux sur la surface de la mer, en regardant les bateaux matérialisent la surface de la mer, donc en regardant les bateaux, tu te fais une idée de la surface de la mer. Par exemple, tu vois s'il y a des vagues, si les bateaux bougent, etc. Bon. Et bien là, c'est pareil, en regardant les galaxies qui sont dans l'espace-temps, on va, par le principe de ce qu'on appelle les tests cosmologiques, on va en déduire la géométrie de l'espace-temps. Et donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Quand on a les bateaux sur la mer, on voit les positions des bateaux entre eux, et on sait bien qu'il y a la mer qui les porte. Donc, parce que la mer, finalement, on peut la voir aussi. Tandis que dans l'espace-temps, c'est différent. On voit bien les galaxies, on sait que l'espace-temps les porte, mais on ne voit pas l'espace-temps. Donc, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité qui consiste à se dire il y a un espace-temps qui existe et qu'on ne voit pas et qui porte les galaxies. Et il y a une autre possibilité qui est de dire l'espace-temps lui-même n'existe pas et tout ce qui existe, en fait, c'est les galaxies, ou tous les objets d'ailleurs qu'il y a dans l'univers, les uns par rapport aux autres. Et ils dessinent une espèce de forme. Alors c'est commode de dire c'est la forme de l'espace-temps, mais en fait, selon la conception que j'ai mentionnée, que j'ai appelée conception relationnelle, cette forme n'existe pas, et la seule chose qui existe, c'est la forme que dessinent tous les objets de l'univers, les galaxies dans ce cas-là, les unes par rapport à l'autre, sans qu'elle ait vraiment de support. C'est pas très simple, mais quand on réfléchit bien, ça pose pas vraiment de problème. Ça te va ? D'accord, je passe. Je voudrais revenir sur la conception de l'espace. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était, entre autres, il y avait certaines idées qui présentaient que l'espace est une conception de l'esprit, en fait. Et, entre autres, que c'est cette conception-là qui fait de l'espace un espace relationnel entre les objets. En fait, s'il n'y a pas d'objet, s'il n'y a pas de matière, en fait, que devient l'espace ? Très bonne question. Alors, Einstein s'était prononcé là-dessus. Il a écrit une phrase en disant la différence entre la théorie de Newton et la mienne, c'est-à-dire la relativité, c'est que chez Newton, si on enlève tous les objets qu'il y a dans l'univers, il reste l'espace. Chez moi, dans la relativité, si on enlève tous les objets de l'univers, il ne reste rien, même pas l'espace ou l'espace-temps. Ça, c'est une phrase qu'Einstein a prononcée. Quand on regarde la théorie de la relativité telle qu'elle est énoncée, elle ne vérifie pas cette phrase, puisqu'il existe en relativité des solutions complètement vides d'objets, par exemple l'espace-temps de Minkowski. Si vous avez absolument rien dans l'espace, zéro objet, et vous cherchez une solution
de la relativité générale, vous allez trouver l'espace-temps de Minkowski. Or, l'espace-temps de Minkowski, ça n'est pas rien, c'est un espace-temps qui n'a pas de courbure, mais ça n'est pas rien. Donc, du point de vue, comment dire, de ce point de vue-là, si vous voulez, le souhait qu'avait Einstein, et même ce qu'il disait lui-même de sa conception de l'espace-temps, n'est pas vérifié. En revanche, si maintenant vous rentrez dans une conception relationnelle où ce qui compte, finalement, un espace-temps, ça n'existe pas, la seule chose qui existe, c'est les objets qui vivent dessus, y compris le tenseur de courbure. C'est-à-dire que si le tenseur de courbure disparaît, comme c'est le cas de Minkowski, c'est-à-dire si la courbure disparaît, comme l'espace-temps ne compte pas, ben finalement, de ce point de vue-là, dans une conception relationnelle, l'espace-temps de Minkowski, c'est rien, puisque finalement, son tenseur de courbure s'évanouit. Donc, selon la conception relationnelle, on arrive à donner un sens à la phrase d'Einstein, et on peut dire qu'elle s'applique à sa relativité. Dans la discussion, on a parlé de Notal, on a parlé d'Alain Kohn. Qu'est-ce que vous pensez des bouquins de Brian Greene? Alors, j'ai lu le premier, L'univers élégant. Je n'ai pas été vraiment enthousiasmé parce que je ne pense pas qu'il était pédagogique. Enfin, c'est-à-dire, c'est plutôt la forme qui ne m'a pas enthousiasmé. Sur le fond, c'est autre chose. Là, j'ai commencé le second qui m'a l'air beaucoup plus charpenté, beaucoup plus solide, mais je ne sais pas, j'ai dû lire 10 pages ou quelque chose comme ça, donc je ne suis pas encore rentré sur le fond, mais dans la forme, il m'a l'air beaucoup mieux écrit en tout cas. Alors, en tout cas, sur le fond, c'est la question de la théorie des cordes. Vous avez peut-être compris que je n'en pense pas beaucoup de bien, et que de toute façon, maintenant, c'est quelque chose qui commence à s'étouffer un peu, quoi. Donc, on pourrait en parler. Quelle est ton objection majeure sur Pardon ? la théorie? Quelle est ton objection majeure sur la théorie des cordes? Parce que eh ben, ici même, on en a entendu parler plusieurs fois. Donc disons il y a des positions différentes. Pendant longtemps, la grande objection que les gens faisaient à la théorie des cordes, c'est qu'on ne pouvait rien démontrer. Maintenant, c'est faux, puisqu'en théorie des cordes, on a réussi à montrer une chose, c'est justement qu'on ne peut rien démontrer. Non, je caricature, mais en gros, c'est ça le reproche à la théorie des cordes. Et si vous voulez, on a longtemps... Bon, le reproche numéro 1, c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune prédiction, et on ne voit absolument pas comment on pourrait en faire une. Et pendant longtemps, on s'est dit, oui, c'est provisoire, on y arrivera. Et là, si vous voulez, cet état de choses a presque été officialisé par ce qu'on appelle le landscape, le paysage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à une situation où la seule manière d'interpréter la théorie des cordes, c'est de dire, il y a un nombre incroyable de possibilités, le fameux 10 puissance 400, qui est peut-être même encore une sous-estimation, d'univers possibles. Donc ce que disent les gens de la théorie des cordes, enfin des gens comme Susskind, c'est, eh bien tout simplement, il existe 10 puissance 400 univers, ou même davantage, et ensuite, nous, on vit dans ce ou dans celui où la vie peut exister d'après le principe anthropique. Bon, je veux dire, bon, ça n'explique absolument rien, parce que de toute façon, pourquoi ces univers existent, on n'en sait rien, et quelles sont leurs caractéristiques, et de toute manière, ça ne nous donne aucun détail sur nos univers. Ça ne nous explique pas pourquoi G a telle valeur, pourquoi il y a 4 dimensions plutôt que 17. Enfin, donc, c'est absolument non prédictif, et finalement, bon, alors ça, évidemment, les créationnismes aux États-Unis, ça commence à être... donc, il y a un rapprochement entre théorie des cordes et les... Bon, c'est beaucoup discuté, ce genre de choses, en ce moment, justement, ce rapprochement. Il y a des théoriciens qui disent, mais non, des cordes qui refusent ça. Bon, moi, je pense que c'est un peu la fin, mais j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une théorie? Oui. Veneziano, qu'est-ce que vous me demandez? Je ne sais pas quelle est sa position là-dessus, je ne sais pas. Bien sûr, oui. Non, mais en théorie des cordes, il y a eu des choses extrêmement intéressantes et extrêmement séduisantes au départ, il faut bien reconnaître. En plus, c'est une généralisation un petit peu naturelle de la physique des particules. Non, moi, le gros défaut que je fais à la théorie des cordes, c'est qu'elle n'est pas du tout dans l'esprit de la relativité générale. C'est-à-dire que, si vous regardez la relativité générale,
de mon point de vue et du point de vue de quelques physiciens aussi, cette covariance dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette sorte d'invariance ou de difféomorphisme, cette nature relationnelle, pour moi, elle est essentielle. Et je pense que c'est même ça la piste qui doit nous guider vers une nouvelle physique. Or, les théories des cordes ne sont pas du tout comme ça. Donc, moi, dès le départ, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas traiter la gravitation, finalement. Elles ne la traitent pas. C'est-à-dire que les théories des cordes, souvent, les théoriciens des théories des cordes en parlent comme une théorie quantique de la gravité. Ça n'est pas le cas. C'est une, comment dire, c'est une théorie qui quantifie l'aspect linéaire de la gravité, c'est-à-dire ce qu'on appelle quelquefois le graviton. Mais ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est important, c'est de quantifier vraiment l'aspect non linéaire de la gravité. Donc, bon, voilà. Enfin, je ne suis pas non plus un spécialiste, donc je ne peux pas trop en parler, mais pas une très bonne impression. Vous parlez de pas si c'est d'espace, mais de fibré. D'espace fibré, oui. Espace fibré, bon, qu'est-ce que c'est ça? Là, je vous renvoie à mon livre, alors, parce que, à moins que tu me donnes encore une heure. Non, je peux vraiment, c'est vraiment technique, c'est des mathématiques, mais bon. Mais ça existe et c'est très important en théorie quantique des champs, c'est le fondement de ce qu'on appelle les théories de jauge. Et ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que les théories de jauge, ce sont des fibrés, et quelque chose qui va avec s'appelle les connexions. La relativité, on peut complètement l'écrire aussi en termes de fibrés et de connexions. D'où l'idée, alors les théories des cordes aussi, dans une certaine mesure, et beaucoup de choses. Donc l'idée quand même, c'est que cette notion de fibré, et surtout la notion de connexion qui va avec, c'est quelque chose qui va avoir une importance fondamentale dans une future théorie physique, quelle qu'elle soit. C'est le cas des cordes, c'est le cas de la gravité quantique, telle que, des différentes théories de gravité quantique qui sont proposées. Donc c'est quelque chose qui sans doute sera là, quoi qu'il arrive. Ça sera certainement un outil qui aura son importance dans l'unification. C'est-à-dire que la notion... Par exemple, jusqu'ici, on exprimait souvent la relativité en termes de courbure, mais il est beaucoup plus avantageux de l'écrire en termes de connexion. Et les connexions sont beaucoup plus générales, parce qu'avec des connexions, vous pouvez décrire des théories supersymétriques, des théories invariantes d'échelle, des théories avec des dimensions supplémentaires, et tout ça. Tout ça a été fait, ces théories existent, et elles sont toutes exprimées avec des connexions. Donc, c'est quelque chose d'assez universel. C'est un outil mathématique, hein, mais c'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des tas de notions dont on sait que si on veut les introduire dans la physique, hein, toutes ces notions, toutes ces invariances, que si on veut les introduire dans la physique, le moyen naturel, ce sont les connexions. Donc c'est vraiment un outil fondamental. Un niveau très mathématique que vous avez écrit? Non. Je vous donnerai les... Enfin, oui, je me doute, oui. Oui. Oui, bonsoir. Au point où on en est là, vous n'avez pas parlé de topologie. Pourquoi? La topologie, elle est sous-jacente à tout ça. Alors, si vous voulez, quand vous avez une variété, la structure de base de la variété, c'est sa topologie. Donc, bon, je ne suis pas ici pour faire un cours sur les variétés, mais la première chose qu'on définit sur une variété, c'est sa topologie. Donc, c'est absolument fondamental. Et je vous ai parlé aussi de cette nouvelle manière de voir la géométrie, qui est la géométrie algébrique. Et ce qui est intéressant, c'est également une branche de ça qui s'appelle la topologie algébrique. Et comme la topologie, c'est le niveau le plus fondamental de la géométrie, je dirais, ce qui est très intéressant, enfin, une des choses qu'essayent de faire les gens, c'est de ramener les théories physiques à des théories qui soient des théories topologiques. Par exemple, avoir des théories de champ topologiques. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans la topologie, c'est qu'en gros, la topologie décrit la structure des variétés aux déformations près, c'est-à-dire que si vous prenez un ballon, vous le déformez, il garde toujours la même topologie, bien que sa forme change. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose qu'apporte la topologie, qui est le lien entre le continu et le discret. Parce que, par exemple, on a des dimensions
de l'espace et du temps qui nous apparaissent comme continus, et pourtant on a des particules qui ont des valeurs, des charges et des masses qui sont discontinues. Comment ça se fait? Comment concilier les deux choses? Eh bien, en topologie, c'est des choses qui arrivent parce que, par exemple, imaginez des surfaces, par exemple. Vous avez des surfaces comme la sphère qui sont connexes. Vous avez des surfaces comme le tore qui ont un trou, qui sont multiconnexes. Vous en avez qui ont 2 trous, 3 trous, etc. Et la topologie fait un lien entre ce nombre de trous et les propriétés continues de la variété. Ça veut dire que peut-être on aurait un espoir de pouvoir décrire les particules avec leurs propriétés discrètes en termes, à partir de la topologie. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la tête de beaucoup de théoriciens. Justement, je ne sais pas si ça se réalisera ou pas, mais par exemple, on fait des théories de champs topologiques où on essaye de décrire les particules comme des sortes de nœuds dans l'espace, mais dans l'espace à 4 dimensions. Donc, un nœud dans un espace à 4 dimensions, c'est évidemment plus compliqué qu'une ficelle, qu'un nœud sur une ficelle, mais c'est de la topologie, justement. Plus de questions? Alors, il me reste à remercier Marc pour cette magnifique conférence. Merci et rendez-vous le 4 avril.